Au sud du continent africain, la République d'Afrique du Sud est constituée de 9 provinces, parmi lesquelles le KwaZulu-Natal, peuplé de 10 millions d'habitants. À l'extrême nord de la province, à la frontière du Mozambique, Kosi Bay est un estuaire sauvage et unique, territoire des Tonga. Les Tongas sont la seule ethnie noire du KwaZulu-Natal à pêcher. Les autres ethnies, telles les Zoulous, sont par tradition éleveurs. Ils ne consomment du poisson que très rarement. Elijah est un Tonga. Il pêche de la même façon que pêchaient ses ancêtres il y a 400 ans en construisant d'ingénieux pièges à poissons. Kosi est un estuaire qui compte 5 lacs successifs alimentés par plusieurs rivières. À chaque marée, l'océan amène quantité de poissons qui remontent progressivement de lac en lac pour y chercher nourriture et lieux de reproduction. Pour en profiter, les Tongas ont construit des barrages en branchage qui retiennent une partie des poissons et les conduisent vers des pièges. L'entrée du piège est un tunnel de branches en forme d'entonnoir qui mène à une chambre de capture. Chaque barrage conduit généralement à 2 tunnels et 2 chambres de capture. Nous sommes à marée basse. Elijah commence d'abord par vérifier ce que la dernière marée lui a apporté. Certains jours, rien n'est récolté. Aujourd'hui, il repère un poisson-chat et plusieurs autres captifs. Les poissons captifs sont en fait au nombre de 3. Un petit barracuda, rapide comme l'éclair, et 2 poissons-chats de bonne taille, à la recherche du moindre recoin pour se cacher. Sous le tunnel d'entrée, sous un pilier ou dans les algues des bords de la chambre de capture. Une fois les poissons repérés, Elijah les habitue progressivement à la présence de sa lance, s'approchant de plus en plus près. Jusqu'au moment où il décide de porter son coup. Adresse et rapidité sont alors ses meilleurs alliés. Le taux de salinité du lac varie en fonction des saisons, de la pluviométrie et surtout de l'amplitude des marées. Les poissons doivent habituer leurs ouïes à ces variations. Pour le barracuda et les autres espèces marines, une variation trop rapide pourrait leur être fatale. Les barrages et les pièges se transmettent de génération en génération. Ces dernières années ont vu une inflation de leur nombre. Kosi Bay en compte aujourd'hui plus de 150. Les prises varient au rythme des saisons. Au plus fort de l'été austral, en novembre-décembre, les carangues et les grunters abondent. Avec l'arrivée de l'hiver, ce sont les mulets qui prennent le relais, parfois par dizaines de milliers durant leur courte période de frai. Le plus gros poisson que j'ai attrapé est une carangue de 13 kilos. C'est en hiver et en été que les pièges marchent le mieux. L'été surtout, car la saison des pluies grossit le niveau des rivières et du lac. Et puis bien sûr, les jours de grande marée sont les meilleurs. Les grandes marées amènent plein de poissons qui se retrouvent piégés quand l'eau redescend. Le mauvais temps aussi est une bonne chose. Beaucoup de pluie et de vent augmentent généralement les captures. J'ai appris à construire les pièges et les barrages avec mon père. Personne n'a plus rien à m'apprendre. C'est beaucoup de travail. Ils cassent facilement quand il y a un orage. Il faut sans cesse les réparer ou les changer. Ça ne laisse pas vraiment le temps de mener un autre travail. On utilise n'importe quel morceau de bois du moment qu'il est résistant. Selon son épaisseur et sa longueur, il servira pour le barrage, la chambre de capture ou le tunnel d'entrée. On utilise des feuilles de bananier sauvage pour relier les branches entre elles. C'est ainsi que je fais et que feront après moi mes enfants et petits-enfants.
L'arrivée de nouvelles techniques de pêche et de nouveaux pêcheurs menace aujourd'hui le fragile écosystème de l'estuaire. Pendant combien de temps les pêcheurs tonga pourront-ils continuer à tirer leur subsistance de leurs pièges? Par rapport à la période où j'ai commencé à pêcher, il y a toujours autant de poissons. Mais comme il y a de plus en plus de pièges et que certains ont commencé à utiliser des filets, le chenal qui relie les lacs et mène à la mer est de plus en plus bouché. Il y a de moins en moins de poissons qui remontent jusqu'au 3e lac ou même jusqu'au 2e où je suis installé. Avec tous ces barrages et toute cette pêche, je crois que les prises vont commencer à diminuer dans un futur proche. Et ça m'inquiète un peu, je dois dire. En amont d'un barrage construit à la fin des années 70, la rivière Pongola a donné naissance à un impressionnant lac de 16 000 hectares. Plusieurs réserves peuplées d'hippopotames, de crocodiles, d'éléphants, de girafes, de zèbres et de gnous ont été constituées aux abords du lac et de la rivière Pongola proche du Swaziland. C'est aussi l'une des rares destinations en Afrique du Sud à offrir la possibilité de se mesurer au fameux tiger, le poisson tigre, surnommé le piranha africain. Le lever du soleil sur les monts Lebombo reste le meilleur moment de la journée pour débusquer le tiger. Poisson carnivore osseux truffé d'arêtes, le poisson tigre n'est pas un mets recherché. En revanche, il est tout désigné pour des pêcheurs sportifs à la recherche d'un adversaire coriace, dont la puissance et la nage rapide surclassent tous les autres poissons d'eau douce africains. À la différence de son cousin, le poisson tigre Goliath d'Afrique centrale, le tiger sud-africain, notoirement plus petit, peut s'attraper au leurre artificiel et même à la mouche. Le poisson tigre chasse le plus souvent en surface ou entre deux eaux. Avec l'arrivée de l'automne austral, les eaux du lac ont fraîchi, descendant de 27 à 23 ou 24 degrés. Le tiger aime les eaux chaudes et n'aime pas le vent. Il devient de plus en plus difficile à attraper au fur et à mesure que l'hiver s'installe. Joe a attrapé un tiger d'un peu moins d'1 kilo. Les spécimens de 4 kg et plus sont rares à Pongola. Le record du lac est situé à 8,3 kg. Le tiger est un poisson difficile à bien ferrer. Saut, accélération et bouche très dure font qu'il se décroche très souvent. Le poisson tigre dispose d'une ligne latérale particulièrement sensible aux basses fréquences émises par les mouvements aquatiques. Cet organe lui permet de vivre et de se nourrir dans les eaux troubles, voire dans le noir absolu. Le poisson est pris par l'une des ouïes. Joe se dépêche de le retirer et de le relâcher, le tiger ayant une durée de vie très courte hors de l'eau. C'est au tour de Chris de faire une touche. Quand le poisson remonte lentement à la surface et présente ses flancs brillants et son ventre à l'air, il est alors fatigué. Il n'est pas pour autant prêt à être mis au sec. Il a encore assez de force pour esquisser une ou deux dernières tentatives de fuite avant de se rendre.
Un appât mort ou vivant reste le plus sûr moyen d'attraper un tiger. De la fraîcheur de l'appât dépend son pouvoir attractif. Et rien de tel qu'un filet de tiger fraîchement pris pour attraper un autre tiger. Outre le tiger, les eaux du lac sont peuplées de poissons-chats, de tilapia, de carpeurs bleus ou rouges et de yellowfish, espèces locales. Les jeunes tigers réservent souvent un festival de sauts. Johan n'a pas sorti son tiger acrobatique de l'eau que Chris enregistre lui aussi une touche. Puis c'est au tour du petit frère de Johan de compléter le triplé. Lorsque plusieurs attaques partent l'une derrière l'autre sur un même bateau, l'important est de ne pas emmêler les lignes. Visiblement, nos pêcheurs sont tombés sur un banc de tigers affamés. Avec l'arrivée du printemps, début septembre, les eaux du lac se réchauffent. C'est généralement la période de reproduction pour les grosses femelles, tous les gros tigers étant des femelles. Pour frayer, elles remontent vers l'embouchure de la rivière et c'est là qu'on concentre nos efforts. C'est le moment où elles sont hyperactives et boulimiques. Toute nourriture est bonne pour leur donner des forces. Puis viennent ensuite décembre, janvier et février. La chaleur s'installe, la température des eaux atteint les 27 degrés, ce qui rend les tigers vraiment actifs. Ils sont très cannibales. 60% de leur alimentation est constituée de poissons-tigres. Les plus gros surtout chassent les plus petits. On ne compte plus les tigers d'1 kilo ou d'1,5 kg sortis de l'eau avec de grosses marques de dents sur le corps, laissées par d'autres tigers. Combattre le poisson est une autre affaire. Il faut le suivre en permanence. Quand le poisson plonge, il faut relever la canne. Quand le poisson saute, garder la canne baissée. Donc garder la ligne tendue à tout moment. Ils aiment se cacher dans les arbres, dans la végétation aquatique. Ils s'y sentent à l'abri. En général, ils sont donc difficiles à attraper. On accroche sa ligne, on perd ses leurres et ses hameçons. Qui plus est, ils ont une bouche très dure et osseuse, pas comme celle des truites qui est plus molle. C'est très difficile de bien les ferrer. Ils ont aussi une fine membrane qui couvre leur palais supérieur. Souvent, on croit les avoir ferrés, mais en fait, l'hameçon a accroché cette membrane. Au premier coup de tête, l'hameçon se décroche et le poisson s'échappe. C'est un poisson rapide et puissant qui a vite fait de casser la ligne. En fait, selon moi, c'est un poisson difficile et très malin. Just over 3 kilograms. Come hold it here, come hold it here. Wide. Okay, let me get my camera. Still got another line in him here. Has he? Okay. Hang on. Hold him like that. That's. Put your fingers just in his gills there. He's about 3.2. Well done. Very well done. It was a nice cold afternoon. I was using a bit of fillet. C'était un bel après-midi frais. J'avais accroché un peu de filet et laissé le bateau dériver. Il a attaqué très rapidement. J'ai réussi à le ferrer et pour une fois à éviter qu'il ne recrache l'hameçon. Superbe combat jusqu'au point où j'ai cru que j'allais le perdre. Il arrive près du bateau, passe en dessous, saute 2 fois. Quand tout a été terminé, on l'a pesé et remis à l'eau. Seulement, avec le combat, on a dû pas mal le fatiguer. Il a fallu 15 minutes pour le ranimer et apparemment, il s'en est remis. Ils sont difficiles. J'ai perdu des plus gros, mais 4,2 kg pour le moment est mon record. Le Drakensberg est la chaîne de montagnes la plus majestueuse d'Afrique du Sud. Sous les pics déchiquetés où volent aigles pêcheurs et vautours barbus, les Bochimans habitaient encore les grottes il y a un siècle. Les pentes sont animées par de clairs torrents et de nombreuses cascades.
Les colons anglais y ont introduit la truite au début du XXe siècle. Après plusieurs tentatives infructueuses depuis l'Angleterre par bateau, ce sont des œufs de truite du Cap, amenés par chariot tirés par des bœufs, qui ont donné naissance aux premières truites du Natal. L'eau est la grande ressource du Drakensberg, qui détient d'ailleurs 80% des réserves en eau de l'Afrique australe. Le cours supérieur de la rivière Moy, difficile d'accès, est loin d'offrir une pêche facile. Nos pêcheurs ont ici affaire à de vraies truites sauvages. La moindre faute les fera fuir. Pêcher la truite, c'est d'abord la traquer. Souvent, le pêcheur la sent plus qu'il ne la voit vraiment. Ombre, reflet ou léger mouvement à la surface de l'eau venant le guider. Pour réussir à attraper une truite en rivière, il faut d'abord l'approcher discrètement en se fondant dans la végétation des berges. On n'a pratiquement pas le droit à l'erreur en rivière. Un mauvais lancer alerte généralement la truite qui va fuir et aller se réfugier au fond d'un pool. L'objectif d'une pêche en rivière est de reproduire le mouvement naturel des insectes, de lancer sa mouche vers l'amont et la ramener à la bonne vitesse comme si elle était portée par le courant. De cette façon, elle imite la nourriture naturelle du poisson. Si elle est ramenée à contre-courant, tu n'attrapes rien, car la truite ne la voit pas comme de la nourriture, mais comme un objet étranger. Les truites sont là, mais rares sont celles décidées à se nourrir ce matin. Ça ne décourage pas James. À 22 ans, il est déjà guide de pêche, capable de lancer en utilisant aussi bien la main droite que la gauche. En contrebas de la réserve naturelle de Giant's Castle, la rivière Bushman est, tout comme la partie supérieure de la Moy, l'une des plus difficiles du pays. Pour James, c'est l'un de ses endroits préférés. J'utilise la technique de lancer de la double traction. Elle permet de resserrer la boucle que fait ta ligne quand tu la lances, et en la resserrant, de percer le vent et faire atterrir ta mouche à des endroits difficiles à atteindre. Tu peux lancer à travers une petite ouverture, entre plusieurs arbustes par exemple. Ça te permet donc de l'envoyer plus loin et de réaliser un lancer plus rapide. Ça fait 14 ans que je pêche à la mouche. J'ai commencé quand j'avais 8 ans. Je suis tombé amoureux de la pêche à la mouche en voyant un ami se battre avec un poisson d'environ 3 kilos. J'ai supplié mes parents de m'acheter une canne et une tenue. Je me suis entraîné tous les jours pendant 6 mois, jusqu'au jour où j'ai été capable d'effectuer un lancer correct. Mon meilleur souvenir de pêche en rivière est un poisson d'environ 2 kilos que j'ai ferré sur la rivière Moy. J'approche d'un bras de la rivière en faisant très attention. J'effectue un lancer et je vois ma mouche plonger tout de suite. J'avais ferré une truite. La première chose qu'elle a faite a été de filer à toute vitesse vers l'aval. Alors j'ai dû me lever et courir après le poisson. Si je n'avais rien fait, je l'aurais perdu. Et la truite s'est mise à sauter par-dessus les rochers, à travers les branches, jusqu'au moment où je me suis retrouvé au-dessus d'elle et que j'ai pu la ralentir. La plupart de mes clients viennent de l'étranger. Si c'est un débutant, c'est difficile de l'emmener sur une rivière comme celle-ci. J'aurais tendance à l'emmener sur une rivière plus facile. La rivière Bushman est réputée parmi les plus difficiles du pays
Ce n'est pas évident de pouvoir y attraper une truite. Le lac de Masubasuba reflète à longueur d'année les montagnes de la réserve naturelle de Giants Cup. Culminant à 3300 mètres, ces montagnes sont couvertes de neige en hiver, rousses à l'automne et verdoyantes l'été. Le propriétaire du lac, Wolf Avni, est une célébrité locale, un homme aux multiples facettes, soucieux et respectueux du monde qui l'entoure. Les eaux claires de la rivière Umzinkulwana prennent leur source au Lesotho, puis traversent la réserve naturelle avant de déboucher sur la propriété de Wolf. Pour Wolf, pêcher la truite est autant une philosophie qu'un sport. Elle est passée juste à côté de ma mouche. C'est la deuxième fois qu'elle me fait le coup. Qu'est-ce qui pourrait pousser une truite à mordre à ta mouche? Ce groupe de plumes accroché à un hameçon. Le fait qu'elle présente des similitudes frappantes avec les nourritures dont elle se repaît à longueur d'année. Parmi les éléments qu'elle est susceptible de remarquer, la couleur est importante, la forme est importante, la taille est importante, l'apparence est importante, ainsi que son mouvement. Si ma mouche jaune a l'apparence et la taille adéquates, que je la lance en imitant le mouvement des insectes, et que je pêche dans un lieu où ces insectes sont présents, j'ai en main tous les atouts pour attraper ledit poisson. C'est un peu comme avoir des as au poker. Plus tu en as dans ton jeu, plus tu as de chances d'emporter la partie. Encore que beaucoup de parties ont été gagnées avec des paires de 2. Wolf connaît sur le bout des doigts tous les insectes, mouches, libellules et autres moucherons qui traversent sa propriété. Il est capable de les répertorier par famille et sous-famille, en citant la plupart de leurs noms en latin et leur origine. Pour autant, il est loin d'être un grand théoricien et fait confiance à son bon sens et surtout à ses capacités d'observation. Il a affaire à un beau spécimen de près d'1 kilo. Les rivières d'Afrique du Sud sont peuplées exclusivement de truites fario et arc-en-ciel. Celle-ci est une arc-en-ciel.
L'autre passion de Wolf, c'est l'élevage. Mais pas n'importe lequel, celui des truites. Du fait que nous élevons des truites destinées à la pêche, nous sommes loin d'atteindre la densité des élevages qui travaillent pour la restauration. Je n'utilise pas de bassin en béton. J'utilise des techniques conçues pour minimiser les facteurs de stress que l'on fait subir aux poissons. Mes densités de stockage sont plus faibles et les parois de mes viviers en terre ne présentent guère le risque d'endommager les nageoires de mes truites. Les plus beaux spécimens sont sélectionnés pour la reproduction. L'hiver approchant, nous sommes en mai, la fraie des truites vient juste de commencer à Giants Cup. Lorsque les œufs sont féconds, tu disposes de peu de temps pour les extraire. Si tu les laisses trop longtemps, ils deviennent inféconds. Avec la température qu'il fait en ce moment, tu disposes d'environ 40 heures. Donc il faut vérifier les truites tous les 2 jours. Tu peux voir sur celle-ci que le ventre est plus mou et que la poche à ovules est gonflée. Mais elle n'est pas encore tout à fait prête. Pas prête. Pas mal pour un poisson de 2 ans, n'est-ce pas? Je fais éclore environ 1,2 million d'œufs par an. J'ai installé des pièges dans la rivière. J'attrape des poissons sauvages. J'utilise des mâles sauvages pour féconder les femelles que j'ai sélectionnées et des mâles de l'élevage pour féconder des femelles sauvages. De cette façon, chaque nouvelle génération est pour moitié issue du milieu naturel. La sélection naturelle est de loin plus fine et complexe que toute autre méthode de sélection que tu peux concevoir pour ton élevage. Aux œufs délicatement retirés de l'abdomen des truites, Wolf doit ajouter la laitance des mâles. Le temps presse. Il n'a guère plus d'une vingtaine de minutes pour les féconder. Wolf a sa propre recette. Par kilo d'œufs pondus, il ajoute 125 ml de liquide ovarien, activateur de fécondation, et 10 ml de laitance. En répétant l'opération 2 fois, il atteint un taux de fécondation proche des 100%, 10 à 20 fois mieux qu'en milieu naturel. La dernière opération consiste à débarrasser les œufs des impuretés et des œufs blancs inféconds, reliquats de la fraie de l'an passé. Ils sont aspirés un par un Wolf aux petits soins. Et quelle est la meilleure période pour pêcher la truite ? Des études récentes ont montré que la plus grande partie des truites sont pêchées quand les mouches sont dans l'eau. Tu sais, ça change tout le temps. Mais il n'y a pas de période pendant laquelle les poissons ne se nourrissent pas, d'une manière ou d'une autre. Certaines des plus belles prises sur ce lac ont été réalisées à des moments qui théoriquement n'étaient pas des moments optimums pour la pêche à la truite. Alors... Des scientifiques prônent aujourd'hui l'éradication des truites d'Afrique du Sud, arguant que l'espèce n'est pas indigène et menace l'équilibre écologique. L'idée fait frissonner dans le Drakensberg, où on s'entend la truite a pris une place importante dans la vie locale. Au nord de Sainte Lucia, le KwaZulu-Natal possède des plages parmi les plus sauvages et poissonneuses d'Afrique du Sud. Ces 200 km de sable fin et de rochers sont pour les amateurs de surfcasting un véritable paradis. Les latitudes australes ne manquent pas de carangues, aloses, raies ou requins aux formes les plus étranges, sans oublier les grunters, poissons grogneurs, ou encore les rémoras, poissons ventouses qui se fixent sous les flancs des requins.
Il y a une grande variété de poissons, beaucoup de comestibles. Celui qui attire le plus grand nombre de pêcheurs est la carangue. Tu as aussi des queenfish et des barracudas qu'on attrape depuis la plage dans les failles proches du rebord. Il y a des requins, des rhéonécombes, des requins des sables. Il y a des tas de poissons. Des raguises, c'est-à-dire des requins raguetous allant jusqu'à 200 kg, ont été attrapés du bord, ce sont les plus gros. Puis tu as des raies de 80 à 100 kg, des requins des sables qui pèsent jusqu'à 80 kg. Tu as de très très gros poissons. Et naturellement, il va te falloir de 2 à 3 heures pour ramener de tels poissons jusqu'au rivage. Un filet de poisson entouré de céphalopodes est un appât efficace pour attirer carangues, grunters et requins des sables. Du fait de la barre qui vient très près du rivage et de la présence de nombreux rochers, lancer et pêcher peuvent devenir particulièrement sportifs. Jeff, outre le surfcasting, initie ses clients à la pêche à la mouche en bord de mer. Activité difficile quand le vent du large est aussi fort qu'aujourd'hui. Petites carangues, pompanos, aloses, cobes et maquereaux sont parmi les meilleurs clients d'une pêche à la mouche. Voici un garrick ou pompano à 3 taches. Un threadfin, un pompano africain. Ce qui est bien avec la pêche à la mouche, c'est que tu attrapes plus de poissons qu'avec des appâts, même s'il s'agit de plus petits poissons. Ta canne est plus petite elle aussi. C'est plus sportif, tu es en action tout le temps, tu ne t'arrêtes jamais. Au KwaZulu-Natal, province ô combien pluriethnique, Anglais, Afrikaners et Indiens sont par tradition les 3 communautés les plus férues de pêche. 500 km de côte et des milliers de kilomètres de lacs et de rivières y sont pour beaucoup. Même les Zoulous commencent à s'y mettre par intérêt commercial, par goût ou par souci de reconnaissance. Ici, pêcher fait partie du statut social. Pour les jeunes, l'initiation et l'apprentissage commencent très tôt. Rares sont les enfants blancs ou indiens qui ne pêchent pas avec leur famille, leur classe ou leurs amis. La pêche est le premier sport en Afrique du Sud. Les enfants de Jeff ne dérogent pas à la tradition. Umhlali, à 50 km de Durban, est le fief des planteurs de canne à sucre.
La canne a été importée par les Français de Maurice au début du 19e siècle et puis largement exploitée par les colons anglais et leurs descendants. L'un d'entre eux, Norman, s'est reconverti il y a une dizaine d'années dans une pêche commerciale pas tout à fait comme les autres. Le départ des 2 bateaux de pêche est salué par de sympathiques visiteurs. La région s'appelle la Côte des Dauphins et leur présence toute l'année est le signe d'une côte poissonneuse. Les poissons sont pêchés pour être vendus et consommés. Pas question de les remettre à l'eau. Je suis planteur de canne à la retraite. J'ai acheté 3 bateaux de pêche. J'ai un capitaine et des marins noirs, dont 4 avec moi sur mon bateau. Et on pêche tous les jours, tant que la météo le permet, bien sûr. Remontés en peu de temps de 50 à 60 mètres de fond, les poissons sortent avec l'estomac dilaté. On utilise des moulinets américains pour la pêche à la traîne et des gros moulinets à tambour tournant pour la pêche à soutenir. On utilise jusqu'à 10 hameçons par ligne. Serrant à bouche jaune qu'on appelle ici yellowfish, soldier, slinger et redfish, courbine qu'on appelle ici saumon daga, et enfin mérou sont les poissons de fond les plus courants et les plus prisés par Norman et son équipe. Plusieurs fois dans l'année, c'est la saison des rois des maquereaux qu'on appelle ici des barracudas ou kudas. Ils opposent une bonne résistance et procurent de bonnes sensations, car on a souvent de 5 à 6 lignes à l'eau, et aussi 4 à 5 départs de ligne. Donc il faut faire attention à ce qu'en se débattant, ils ne décrochent pas les autres poissons ou coupent leur ligne en venant frotter la leur contre celle des autres. Le challenge, c'est de le gaffer et de le monter à bord, car à peine il s'approche du bateau qu'il est déjà reparti. Tu le ramènes près du bateau à nouveau et le voilà qui file encore. Ça peut durer de 15 à 30 minutes en fonction de la résistance de ta ligne. Ça procure de bons moments, c'est sympa. Tu as un beau kuda de 10 à 15 kilos. Le requin arrive et le décroche de ta ligne ou le mange et tu le perds. Outre le mauvais temps, les principaux ennemis de Norman sont les requins. Ils sont si nombreux le long des côtes du Natal, on en dénombre pas moins d'une 50aine d'espèces, que les autorités ont dû installer 29 km de filets anti-requins au large des plages les plus fréquentées pour protéger nageurs, surfeurs et plongeurs. Toutefois, seules 3 espèces de requins, les grands blancs, les requins tigres et les requins du Zambèze, sont réellement dangereuses pour l'homme. Les autres représentent une plaie pour les pêcheurs qui tirent leurs ressources d'une pêche côtière. À la différence de Madagascar ou du Kenya, les requins n'ont ici aucune valeur commerciale. He hasn't put the north yet. Putting off the Nile and Trace, you know.
Norman retrouve le temps d'un combat avec un puissant requin-marteau d'une 50aine de kilos, le goût de la lutte et l'envie de se venger de toutes les superbes prises que les requins lui ont dérobées. Il ne se fait pas trop d'illusions. Avec une ligne destinée à des poissons comestibles, donc sans bas de ligne en acier, ses chances sont minces. Le requin réussira d'ailleurs à couper sa ligne avant que l'équipage ne réussisse à le gaffer. Mais la plus belle prise de la matinée reste une courbine d'une 20aine de kilos. Il y a de bons débouchés pour le poisson frais. Il y a un Indien qui m'achète tout mon poisson. Les Indiens sont de gros mangeurs de poissons. Ils ne mangent pas de bœuf et peu de viande. Il y a beaucoup de demandes de poissons frais. Ils n'achètent pas le surgelé. Il faut que le poisson soit fraîchement pêché. Je le fais plus par passion et par goût du jeu qu'autre chose. Je m'étais dit que le jour où j'aurais suffisamment d'argent pour ne pas m'en inquiéter, j'irai pêcher. C'est ce que je fais et ça me plaît. J'emploie 18 personnes, 18 marins. Ils gagnent un peu d'argent, mais c'est loin d'être un travail qui rapporte beaucoup. Non, c'est plus pour l'amour de la pêche. Le week-end, le club de pêche d'Umhlali, base de départ de Norman, est investi par de nombreux autres amateurs et passionnés, la plupart planteurs, pour des journées de pêche sportive pleines de sensations fortes. Sans port à proximité, les départs et retours se font directement à travers la barre, à même la plage. Sainte-Lucia, à l'estuaire du lac du même nom et de la rivière Umfolozi, est une petite ville à majorité africanaire. C'est en outre un véritable paradis de la pêche pour les amateurs de tout poil. Surfcasting, pêche au gros, pêche en estuaire ou le long de la passe qui mène à la mer, il y en a pour toutes les bourses et tous les styles. Johan, 24 ans, qui a pêché le Tiger avec nous à Pongola, est également skipper et guide de pêche. Il nous emmène aujourd'hui pêcher le long de la côte, à la palangrotte et à la traîne, avec sa sœur et plusieurs amis. Nous avons beau ne plus être sur la côte des dauphins, nos amis mammifères sont tout aussi nombreux qu'à Umhlali. Malgré un très fort courant qui empêche le plomb d'aller sur le fond, l'équipe réussit tout de même à remonter quelques slingers, soldiers, scavengers ou poissons équarrisseurs. Divers mérous qu'on appelle ici des morues de rocher. Et surtout, un superbe grunter argenté, le grogneur.
Un départ de ligne nous signale qu'un poisson puissant, probablement un couda ou un snook, a engamé la sardine mise à l'eau comme appât. Il fait environ 40 kilos, mais c'est un requin. La ligne de Johan, quoique de 70 livres, n'est pas équipée d'une solide tresse en acier, indispensable pour se mesurer à tout requin de taille respectable. Là encore, les pêcheurs étaient partis dans l'idée d'attraper des coudas, des snooks, des carangues ou grunters, qu'une tresse en acier alerte et rebute. Le combat se déroule une seconde à bâbord, la suivante à tribord. Encore un requin marteau d'au moins 40 kilos. Homme et squale se disputent chaque mètre de ligne. Johan veut simplement amener le requin sur le côté du bateau, couper sa ligne et le relâcher. Il est trop fort. Je vais juste l'amener près du bateau. Ah, zut. Après un combat si long. Cette ligne n'est pas faite pour les requins, elle est faite pour les poissons comme les snooks ou les coudas. Le plus gros requin que j'ai attrapé est un requin marteau d'environ 140 kg. Donc si en une journée tu attrapes 2 ou 3 requins, ça te remplit complètement tes 7 heures en mer. Avec une ligne résistante de 70 livres ou plus, ça prend déjà 2 ou 3 heures pour en attraper un gros. Avec une ligne de 50 livres, tu peux toujours y arriver. Plus léger, vu la combativité des requins, tu as toutes les chances d'y passer 4 heures, 5 heures, voire plus. La mer est toujours chaude par ici, les courants sont forts, les requins savent les utiliser. C'est tout simplement impossible d'en attraper un gros avec une ligne légère. Cette fois-ci, c'est un couda, le roi des maquereaux qui tente tout ce qu'il peut pour s'échapper, fidèle à ses traditionnelles accélérations. Le pêcheur doit batailler pour qu'il ne casse pas sa ligne en passant sous le bateau. Okay. 15 kilos. Une belle prise quand on sait que le roi des maquereaux fait généralement de 8 à 10 kilos. Il se nourrit d'anchois, d'aloses, de sardines et de petites carangues. Le plus gros poisson que j'ai pêché, c'était il y a 2 ans. J'ai attrapé un marlin de 420 livres. C'est un gros poisson, ça fait 185 kilos. Depuis ce jour, j'en ai attrapé 8 autres, entre 60 et 120 kilos. Saint-Lucia n'est pas un endroit très couru pour le marlin, mais on en attrape. Il y a surtout des requins, en particulier lorsque c'est la pleine saison. Quand la pêche est bonne, la pêche aux requins est bonne. Beaucoup de poissons, beaucoup de requins. Au KwaZulu-Natal, comme ailleurs en Afrique du Sud, la pêche à la mouche a le vent en poupe, qu'elle soit pratiquée en pleine mer, depuis le bord, en estuaire, en rivière ou en lac. De façon plus générale, la pêche est aujourd'hui au cœur de la vie de tous les Sud-Africains.
Je crois qu'elle fait intrinsèquement partie de notre culture. Nous sommes des pêcheurs convaincus. Et dans tous les foyers d'Afrique du Sud, tu as toutes les chances de trouver une canne à pêche. Hommes et femmes, qu'ils aient 6 ou 66 ans, qu'ils soient zoulous, indiens, afrikaners ou anglais, les habitants du KwaZulu-Natal ont trouvé dans la pêche plus qu'un métier, une passion et un point de rencontre. Ils y ont trouvé un respect de la nature qui les environne et peut-être aussi une certaine philosophie de la vie.